Alors, nous allons maintenant aborder la seconde table ronde qui fait suite à la première, évidemment. Et la première, je rappelle qu'elle était focusée sur le développement économique, mais qui pourrait mettre en perspective le développement économique sans avoir un maillage du territoire avec la mobilité qui va avec. Donc c'est de ça dont il s'agit maintenant, c'est de regarder avec le regard de nos intervenants, à savoir Marie-Christine Cavecchi, la présidente du conseil départemental du Val d'Oise, monsieur Jérôme Betocchi, qui est directeur de l'agence territoriale de la RATP, qui couvre les territoires 78, 92, 93, 95, Hélène Becquet, qui est déléguée territoriale Val d'Oise Île-de-France Mobilité, monsieur Pierre Abraham, que nous connaissons bien ici, qui est déjà intervenu plusieurs fois sur cette scène, directeur adjoint de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, et Amélie Renaud, directrice régionale d'Île-de-France de l'ADEME. Alors, donc du coup, vous avez entendu ce matin ce que sont les préoccupations finalement des élus locaux. Marie-Christine, tu en es une. Oui, un peu, oui. Voilà, et donc on a mis en perspective un certain nombre de choses. On a vu que les communes allaient devoir être davantage créatives pour pouvoir créer de la richesse sur leur territoire, que les subventions auxquelles nous étions un peu habitués, puisque nous sommes biberonnés de subventions depuis des années, quelques décennies, eh bien les sources se tarissent, le modèle bouge, le modèle change, et nous allons devoir donc créer les conditions de l'attractivité de notre territoire du Val d'Oise, département qui recèle beaucoup d'atouts, comme on l'a vu ce matin, et dont on doit organiser la mobilité qui répondra à ces attentes d'attractivité pour faire venir des entreprises s'installer sur notre territoire. Donc Marie-Christine, je te pose peut-être la première question en tant que présidente du département. Où en est le département en termes de mobilité? Quels sont les enjeux? On les connaît, je viens de les dire. Où en est le département en termes de mobilité? Quels sont les grands projets du Val d'Oise qui vont structurer demain notre Val d'Oise? Alors d'abord, bonjour à toutes et à tous. En fait, tu parles des entreprises. Moi, je vais aussi parler des habitants en général, des Valdoisiens pour lesquels la mobilité et les moyens de mobilité sont extrêmement importants et précieux parce que c'est leur vie au quotidien. Et donc là, je pense tu as réuni les interlocuteurs qui peuvent justement apporter des réponses. Et on va s'apercevoir à travers ce que nous allons dire tous ensemble que finalement, c'est parce qu'on travaille ensemble qu'on va arriver je vais dire, mailler le département encore plus que ce qu'il est aujourd'hui autour des mobilités. Alors, on a bien sûr, déjà au départ, les trains, c'est pas compliqué, la SNCF, la RATP, on n'est pas toujours content. Monsieur Jandon n'est plus là, mais il m'avait mis une petite pique sur le RER A. Soyez attentifs au RER A. Parce que à chaque fois qu'il y a des travaux, c'est un petit peu compliqué. Mais ces réseaux ferrés sont extrêmement importants et c'est la base, en fait, finalement, qui traverse le Val d'Oise. Après, on a les réseaux de bus qui sont aussi très importants et qu'on essaye de développer au maximum avec Île-de-France Mobilité à travers le Vexin, puisque le Vexin est un territoire rural, comme tu le sais, et que les habitants sont par principe, et les entreprises, parce que le Vexin abrite des entreprises, abrite de l'artisanat, sont très loin, souvent, des grands centres justement de gares. Voilà. Donc, Île-de-France Mobilité, le département, on arrive quand même aujourd'hui à développer. Bon, après, on peut continuer, hein, j'ai plein de projets. Alors oui, non, mais j'espère bien qu'on peut continuer sur ce sujet-là parce qu'il est fondamental. Je vais me tourner vers monsieur Jérôme Betocchi, donc directeur de l'agence territoriale de la RATP. Donc on vous connaît beaucoup sur Paris ou sur la Petite Couronne. C'est vrai que dans le Val d'Oise, on vous identifie un peu moins. C'est-à-dire que la RATP, c'est moins connu dans le Val d'Oise que ça l'est au cœur de Paris. Donc est-ce que vous pouvez nous dire où vous en êtes, la RATP, sur le territoire du Val d'Oise? Quels sont aujourd'hui, quel est le postulat? Et rapidement, vers quoi on va? Vers quoi vous pouvez nous accompagner dans ce maillage du territoire? Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les élus, donc, vous l'évoquez, la question des habitants est primordiale. À la RATP, on est très fiers de pouvoir compter parmi nos salariés 5000 habitants du Val d'Oise. Et en tant qu'entreprise, on a une responsabilité vis-à-vis du recrutement. Chaque année, on recrute en Île-de-France à peu près 3500 salariés sur des métiers très différents, de conduite, de gestion de la sécurité. 3500 emplois incrémentaux ou c'est des remplacements?
incrémentaux ou remplacements, les deux. Des métiers aussi sur les mécaniques. Et l'an passé, sur ces 3500 emplois, on en a recruté 500 dans le Val d'Oise. Et ce bon résultat, ce n'est pas le fruit du hasard, comme le disait Madame la Présidente, c'est vraiment le fruit d'un travail en pleine coopération avec les acteurs du territoire, avec les missions locales, la mission locale de Val d'Oise Est, avec les antennes de France Travail, celles de Doumont, qui nous permettent d'avoir ces bons résultats et d'avoir ce travail coopératif qui permet de créer de l'emploi. On en est d'autant plus fiers qu'on a pu, avec les financements d'Île-de-France Mobilité, 28 millions d'euros, créer un centre bus à Villiers-le-Bel, qui permet du coup d'employer des salariés sur le territoire et de pouvoir exploiter à terme une centaine d'autobus à partir d'un site industriel basé dans le Val d'Oise. Et ça, sur le plan du rayonnement économique, puisqu'on échange aussi beaucoup avec le CIVO là-dessus, c'est un impact qui est très important en termes d'image du Val d'Oise pour son rayonnement, de pouvoir signifier qu'un grand groupe comme le groupe RATP, qui est le 3e opérateur mondial, exploite un centre-bus sur le territoire. Je ne savais pas, ça, 3e opérateur mondial. Hein. Oui. C'est énorme, hein. Oui, c'est super. En tout cas, c'est bien de le savoir, parce que je ne suis pas certain que tout le monde le sache dans la salle. Je vais me tourner vers Mme Becquet, qui est déléguée territoriale Val d'Oise Île-de-France Mobilité. Donc, avec ce qui vient de se dire, et là, M. Betocchi vous a cité Île-de-France Mobilité dans vos partenariats. Donc, quels sont vos projets pour le Val d'Oise? On vous connaît un peu mieux, vous rayonnez sur l'Île-de-France. On sait que le Val d'Oise n'est pas dans la métropole du Grand Paris, mais il contribue. C'est pas pour essayer. Hein. Voilà. On essaye. Hein. Mais néanmoins, le Val d'Oise contribue. J'ai quelques pistes, je t'interromps. Hein. Mais je t'en prie. J'ai quelques pistes pour faire partie du Grand Paris, c'est la ligne 19. Alors voilà, donc merci de saisir la balle au bon. Quand même. Voilà, donc parlons-en. Donc où est-ce que nous en sommes? Est-ce que nous avons une chance de voir cette ligne 19 Et bien sûr. aboutir? Et donc, je n'en doute pas, mais c'est bien de l'entendre. Il n'y a En pas tout de cas, choix. merci par votre regard et par le prisme que vous pourrez bien apporter à ce sujet-là, de nous faire un éclairage sur ça ou sur le reste. On sait qu'on a le sujet Agoralim qui est central. Tous les intervenants du préfet à d'autres l'ont évoqué ce matin. Donc c'est un vivier pour plus tard. Donc on travaille précisément pour plus tard. Donc dites-nous un petit peu où nous en sommes par rapport à ça. Bonjour à tous. Et il y a beaucoup de projets au niveau du Val d'Oise. La ligne 19, on va en parler. Il y a un diagnostic qui est en cours. Comme le département a déjà mené des études, on fait un process d'études qui est un peu différent du process habituel de prolongement de ligne du métro. On se base sur les hypothèses qui ressortent de l'étude du département. Voilà. Donc il y aura un premier diagnostic qui va sortir cet automne. L'étude complète devrait sortir d'ici fin 2027. Donc le diagnostic porte sur la faisabilité. Tout à fait. OK. Voilà. Parce que nous, élus, on a déjà fait un diagnostic. Hein. Nous, les élus, on est à peu près certains que si on veut que la greffe fonctionne et que le Agoralim soit alimenté, mais aussi le reste, parce que c'est pas que Agoralim. Eh bien, ouais, Marie-Christine, je vois que tu as envie d'intervenir sur ce sujet. Dès que tu me lances sur la ligne 19, je suis intarissable. Je voulais simplement ajouter que la ligne 19, c'est une ligne qui est soutenue, j'ai envie presque de dire, quel que soit son parcours, par l'ensemble des acteurs économiques, des acteurs politiques, des habitants et des communes du Val d'Oise. Et quelque chose d'assez extraordinaire quand même, que ça fasse l'unanimité. Donc un besoin, une nécessité, et ce qui nous a permis aussi d'aller au-delà d'une idée qu'on a eue il y a quelques années, en se disant mais on n'est pas raccroché au Grand Paris Express, qu'est-ce que c'est que cette histoire, il faut avancer. Et donc on avait inventé, j'avais trouvé le numéro 19 parce que ça va jusqu'à 18 chez vous, donc voilà. Donc je m'étais dit c'est la prochaine. Et en fait c'est parce que Valérie Pécresse, la présidente de la région, a dit banco, on y va. Et on a des grands soutiens, effectivement, avec ADP, par exemple, avec les grandes entreprises aussi. Et ça, c'est très, très important. Donc, je vous rends la technique, mais moi, je pousse pour le reste. Est-ce que la métropole du Grand Paris, au travers de Patrick Ollier, son président, est favorable et nous aide? S'il nous aide, il faut le dire. Alors ça, je ne sais pas. Bon. Au niveau de la métropole, je ne sais pas.
Alors, la métropole du Grand Paris, c'est une chose. Le Grand Paris Express, c'est autre chose. La métropole du Grand Paris, c'est une grande agglomération à laquelle Argenteuil participe. Hein. Argenteuil, Argenteuil. Mais voilà, ça c'est autre chose. Mais le Grand Paris Express, ce sont 68 gares, dont une seule à Gonesse aujourd'hui. Et ça, c'est pas possible. Hein. Mais on en a déjà parlé l'année dernière. On touche du doigt les je reviens enjeux. l'année prochaine, j'en parle encore. Hein. Pas de problème. Vous voulez poursuivre sur le point? Oui, parce qu'on a quand même, avant la ligne 19, une opportunité qui est offerte au Val d'Oise avec une conjonction à Bois-Colombes de la ligne J avec la ligne 15 qui va s'opérer très probablement. Donc c'est vraiment une belle opportunité déjà dans un premier temps d'accéder assez rapidement au Grand Paris Express. C'est vrai que le Grand Paris Express, c'est un projet porté par la SGP, la Société des Grands Projets, techniquement. Donc là, on est un petit peu à l'intermédiaire avec la SGP, avec Île-de-France Mobilité, le département. C'est quelque chose d'un peu spécifique. Voilà. Alors, la question, c'est Agoralim ou pas Agoralim. Est-ce qu'on va à Goussainville ou pas? Voilà. Et donc, c'est l'étude qui est en train d'être faite. Aujourd'hui, nous avons fait des propositions et Île-de-France Mobilité travaille sur le sujet, est en train de regarder chaque opportunité, de calculer un petit peu, d'aller au-delà des premières études pour savoir d'abord jusqu'où on peut aller financièrement, parce que je pense que chaque ligne et chaque parcours qui est proposé ne sera pas, entre guillemets, rentable de la même manière. Mais il ne faut pas se tromper. Le Val d'Oise, aujourd'hui, sur la ligne H, il y a 200 000 voyageurs tous les jours. Tous les jours. Donc, naturellement, on en aura besoin et naturellement, ça va se faire. J'en suis persuadée. Ils ont trouvé les sous pour le métro, ils trouveront les sous pour la ligne 19. Il n'y a aucune raison. Bon, vous avez un message à délivrer à votre conseil d'administration. C'est en même temps un département qui est très richement doté en matière ferrée aujourd'hui, puisqu'il y a plusieurs lignes de RER. Il y a la A, même si il y a des souhaits de développement de l'offre, mais on y travaille aussi sur la branche Cergy. Il y a la ligne C qui arrive aussi du côté de Pontoise. Et il y a le RER D qui dessert plutôt l'Est. Et puis après, il y a les lignes Transilien. Il y a la L, il y a la J et il y a la H. Donc il y a une très belle desserte dès aujourd'hui en termes de transport ferré. Voilà. Et avec des développements d'offres, notamment récents sur la H depuis 3, ce qu'on appelle schéma annuel. Il y a eu plus de 21 missions entre Pontoise et Creil. Là, il y a eu dès cette année, on a fait d'ailleurs un comité de ligne en décembre pour acter ça auprès des élus, un développement d'offres encore. Donc on continue de développer l'offre avec les lignes existantes. Très bien, donc ça c'est le postulat, on verra donc, dans quelques temps comment les choses évolueront. Je me tourne vers Pierre Abraham, qui est le directeur adjoint de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Pierre, on a déjà discuté d'un certain nombre de points ensemble sur ces aspects-là et qui rejoignent toujours le monde économique, mais le préfet l'a dit tout à l'heure, je crois, ou c'est peut-être Philippe de Sertine, 93 000 emplois sur la zone aéroportuaire, c'est ça? Oui, c'est ça, voilà. avec tous les enjeux du lien avec les territoires. Et c'est là où le groupe ADP et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle a complètement changé aussi d'attitude. On ne regarde plus que les avions, c'est notre ADN, c'est notre métier, mais on regarde aussi toutes les conditions pour les faire voler. Et dans ces conditions, on l'a présenté, hein, notre projet d'avenir pour l'aéroport l'année dernière en concertation publique. On le regarde sous un nouvel angle et on part d'une transformation vraiment de notre manière de penser l'aéroport comme un hub intermodal. Et donc ce hub intermodal, c'est comment on va adresser l'ensemble des mobilités. Alors bien sûr, pour les passagers qui viennent à l'aéroport, ça fait partie de notre mission de service public. Et ça, on l'a adressé sous différents angles, mais surtout sur un axe nord-sud. On a bien sûr nos salariés. Et alors là, c'est là où c'est très très important, où on a un vrai sujet sur l'axe est-ouest, notamment pour les deux gros bassins d'emploi que sont le Val d'Oise, la Seine-et-Marne de l'autre côté. Et donc c'est un enjeu primordial si on veut continuer à croître et créer. Donc on est à 90 000 emplois, il y en a un tiers qui vont partir à la retraite d'ici 10 ans.
avec la croissance, 10 000 emplois supplémentaires. Donc on a 40 000 emplois pour voir dans les 10 prochaines années. Et pour ça, il faut être hyper attractif et que les gens de nos bassins naturels d'emploi puissent venir à l'aéroport facilement, sans dépendance à la voiture, sans saturer les axes Décarboné. routiers. Le plus décarboné possible. Et le plus décarboné, donc avec des transports en commun qui sont beaucoup plus efficaces pour l'ensemble des mobilités. Parce qu'on a combien de métiers? Plus de 300 métiers, je crois. Alors, plus de 300, plus de 100 chez Aéroport de Paris, plus de 150 métiers, je crois, le chiffre sur l'aéroport. Donc c'est vrai, on est vraiment un gros bassin d'emploi pour les 3 départements. Je fais les comparatifs. Nous, on a plus de 15 à 16 000 salariés du Val d'Oise qui travaillent à l'aéroport aujourd'hui, et c'est amené à croître avec la croissance du trafic. Mais là, je vous ai donné 2 axes, les passagers, les salariés, mais il y en a un dernier qui est très nouveau pour le groupe ADP, c'est de se placer en acteur du territoire. On a un atout fabuleux avec une gare SNCF au cœur de l'aéroport. Et voilà, et on ne viendra plus à l'aéroport uniquement pour prendre l'avion, mais bien pour prendre le train, pour prendre toutes les possibilités de mobilité qui sont à l'aéroport. Et ça veut dire qu'on change aussi la manière de penser nos infrastructures, la manière de s'articuler avec les territoires. On a un rôle important parce que gros acteurs économiques au plan national pour faire le relais des besoins du territoire. C'est pour ça qu'on est au comité de soutien de la ligne 19 et au comité de soutien d'une des branches nord de la ligne 19 qui peut avoir aussi des synergies avec Agoralim, avec Goussainville. Voilà, et donc on est là aussi pour alimenter et s'assurer que ces projets, on les projette dès aujourd'hui à l'avenir. C'est notre métier d'aménageur long terme. Et donc, on apporte aussi notre soutien sur ces projets qui sont indispensables pour l'attractivité de l'aéroport et notre capacité à le faire fonctionner. Marie, tu voulais réagir, je vois. L'aéroport est évidemment extrêmement important pour le Val d'Oise, on l'a entendu tout à l'heure, ce sont des emplois, c'est extrêmement important. Et donc il faut pouvoir y arriver. Mais les mobilités, c'est pas que le train, que le tramway ou que... qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le métro. Ce sont aussi des bus. Et le vélo? Le vélo, le bus, le vélo. Je pense qu'en fait, il faut que chaque personne puisse choisir ce qu'il peut choisir, ce qu'il a envie de choisir. Et il n'y a aucune raison, enfin, je vais me faire haïr par certains, mais il n'y a aucune raison de ne choisir que des mobilités douces, pardon de le dire comme ça. On ne peut pas toujours, quand on habite le fin fond du Vexin, rejoindre Paris par les transports en commun. Ce n'est pas toujours facile, c'est difficile. Et donc, voilà. Donc, je veux dire qu'il y a aussi des beaux projets qui travaillent sur les bus, sur les lignes de bus, sur des lignes de bus nouvelles, avec toujours Île-de-France Mobilité, naturellement. Je pense aux bus à haut niveau de service. Je pense aux bus express que vous avez mis en place sur le Val d'Oise. Il y a 2 lignes de bus express qui sont très importantes. Je pense aussi que... pardon, je vais continuer. Tu me laisses la parole ou je la donne à quelqu'un d'autre? Je la redistribuerai après. Les mobilités, c'est aussi la sécurité sur les routes. Et là, le département travaille aussi sur ce sujet-là. On a deux gros chantiers qui vont s'attaquer. Quand une départementale est dangereuse, le département fait les travaux. C'est ce qui va se passer à La Chapelle-en-Vexin, par exemple. Et ça fait 50 ans que le projet... Pour ça que la ligne 19, on sera 2040. La Chapelle-en-Vexin, il y a 50 ans. Donc, tous les espoirs sont permis. Il n'y a pas de raison de se limiter. Je pense que... Et puis après, je me tairai. On a aussi que les gens puissent avoir accès au transport. Et là, je ne suis plus sur la route, je ne suis plus dans le train, je suis sur les cartes que le département aide à financer pour l'accès, par exemple, des collégiens au transport, au bus, etc. Pour les personnes âgées. Ce sont des millions et des millions d'euros que l'on... Tu le sais, hein, puisque tu le votes avec moi et avec nos collègues. Et ça aussi, ça fait partie des mobilités. Il faut que chacun puisse accéder. Donc, il n'y a pas que les routes, il n'y a pas que les avions, etc. On est d'accord. Je vais passer la parole à Madame Amélie Renaud de l'ADEME. Donc, votre regard sur ce qu'on vient de se dire, sur ces prospectives qu'on fait sur le Val d'Oise. Vous pouvez nous en dire un mot ?
Bonjour à tous. Donc déjà, l'ADEME, c'est l'agence de la transition écologique. Donc forcément, ma focale va être sur la mobilité qu'on appelle durable. Alors la mobilité durable, ce n'est pas uniquement la mobilité douce, le vélo, la marche, même si c'est quand même un enjeu important, y compris pour la santé de nos concitoyens, mais c'est ce qu'on appelle la mobilité décarbonée. Et pourquoi c'est important? C'est un enjeu évidemment économique, parce que les voitures, l'essence, je pense qu'en ce moment, tout le monde se dit que ça a quand même un coût d'avoir un véhicule diesel ou essence dans ces situations de crise énergétique. C'est un enjeu également sanitaire, parce qu'on a aussi des enjeux de qualité de l'air qui sont liés aux véhicules à essence ou qui mobilisent le gaz fossile. Et c'est plus globalement un enjeu aussi social, on l'a dit, la mobilité. L'objectif n'est pas de dire ne prenez pas votre voiture, c'est mal. C'est de dire chacun doit pouvoir avoir accès à l'emploi, aux services, aux loisirs, mais ils doivent aussi pouvoir avoir accès à des sources de mobilité durable. On l'a vu, les transports en commun, les bus. Alors, Île-de-France Mobilité a fait un énorme travail de décarbonation de ces bus, avec des bus électriques, des bus à hydrogène. Donc, c'est aussi des actions qui sont mises en œuvre par les entreprises. Et peut-être, moi, le message que je voulais passer aujourd'hui, parce qu'on a parlé de grands acteurs comme Île-de-France Mobilité, les aéroports, on a peut-être l'impression que l'élu de la commune du Val d'Oise n'a pas forcément de rôle à jouer. Et moi, le message, c'est si vous avez vraiment un rôle important à jouer, parce qu'en fait, la mobilité, c'est vraiment au cœur de la vie de vos concitoyens. C'est un enjeu sur lequel vous pouvez jouer déjà vous avec les leviers dont vous disposez qui sont la réglementation. C'est un plan de circulation pour apaiser les centres-villes, encourager les mobilités douces mais aussi durables. C'est favoriser l'implantation de bornes de recharge électrique avec les syndicats d'électrification. C'est réfléchir à l'aménagement de votre territoire pour... Parce qu'on se dit, tous les emplois sont à Paris, mais peut-être qu'on a aussi envie de ne pas forcément prendre le RER A tous les matins pour traverser l'Île-de-France et essayer aussi de créer des emplois locaux. C'est aussi un enjeu, c'est la ville du quart d'heure. Voilà, donc c'est aussi un enjeu sur lequel l'élu local a vraiment tout son rôle à jouer. L'élu a aussi son rôle en tant qu'acheteur. Donc voilà, chaque collectivité a sa flotte de véhicules sur lequel il faut aussi réfléchir sur quel est le coût de l'essence. Est-ce que finalement l'acquisition d'un véhicule électrique qui a un coût à l'achat, mais sur le long terme j'économise aussi mes achats à moi, les livraisons que j'effectue. Est-ce que je ne favorise pas ceux qui utilisent de la mobilité décarbonée? C'est aussi un enjeu important, notamment pour encourager les entreprises à décarboner la flotte pour la logistique, je pense notamment. Et plus globalement, l'élu a aussi un rôle de sensibilisation et de développement à la fois de l'offre et de la demande. Alors, on a parlé des populations plus fragiles qui n'ont pas les moyens de s'acheter un véhicule. Comment développer de l'autopartage, du covoiturage. Donc ça aussi... l'élu a tout son rôle à jouer de sensibilisation, de faire émerger ces solutions. Et donc voilà, juste rapidement, moi, le message que je vais passer, c'est au-delà des grands enjeux de transport en commun et de grands acteurs, la mobilité, c'est un sujet du quotidien et chaque élu local a vraiment son rôle à jouer et peut mobiliser des leviers pour le faire. Et évidemment, l'ADEME est à côté de ces élus pour les accompagner à ce sujet. Et on vous en remercie. Juste un point avant que j'oublie de le dire, parce que comme c'est pas moi qui ai préparé cette table ronde, je ne m'appelle pas Jean-Paul Jandon, c'est Jean-Paul qui devait animer, mais on a pris un tout petit peu de retard, donc il avait une réunion importante, donc j'ai pris rapidement le poste de la fonction de modérateur sur cette table ronde. Mais j'ai néanmoins une question et un constat aussi. Je sais que nous allons avoir notre première plateforme multimodale en Val d'Oise, à Bruyères-sur-Oise, donc le maire est dans la salle quelque part. Et que là, on touche du doigt quelque chose de nouveau chez nous, puisqu'on va avoir la route, le fer et le fluvial. Donc là, on doit, j'imagine que c'est quelque chose qui correspond à ce que vous attendez. Tout à fait, c'est vrai qu'on n'a pas du tout parlé du fluvial, mais c'est aussi une source de mobilité, notamment de logistique. J'y reviens, c'est quand même un enjeu très fort en Île-de-France, dans le Val d'Oise, c'est comment décarboner la logistique. Et donc c'est évidemment ce type de projet. Il n'y a pas une solution de mobilité unique selon le territoire, les enjeux socio-économiques. C'est pas forcément la ligne de train qui va résoudre tous les problèmes, ou le bus, ou la voiture. Et donc cette réflexion globale, multimodale, c'est vraiment quelque chose qu'on cherche à encourager. Juste pour rebondir sur Bruyères, tu vas voir que le département est facilitateur, mais ça tu le sais déjà, tu l'as au fond de tes tripes. Nous refaisons le pont, un pont complet à Bruyères-sur-Oise. Tu parles de quel pont qui n'est pas d'ambiguïté? Du petit pont
qui est au bout de la zone d'activité. Aujourd'hui, les camions ne peuvent pas y accéder s'ils sont trop lourds, parce que c'est fragile, c'est fragilisé. C'est le pont de Boran, en fait. C'est ça. On le refait complètement. Et donc tu vois que le département est engagé aussi pour aider la plateforme multimodale à travailler et avoir son dernier kilomètre le plus facilitateur possible. Bon, ben voilà, on avance donc. Allez-y, vous voulez réagir à ça, je crois, ou à plusieurs choses. Je voulais compléter parce que effectivement, les mobilités, c'est tout un système avec un enchaînement, l'intermodalité. Il y a quand même beaucoup de choses qu'on est en train de développer en ce moment. Il y a une appli de covoiturage qui est intégrée maintenant. On est en train aussi de tester des lignes de covoiturage et il y a des projets dans le Val d'Oise qui sont en train de se mettre en œuvre. Les lignes express, Madame la Présidente en parlait, il y a eu quand même sur les 6 nouvelles lignes qui ont été créées au niveau de la région, il y en a 3 qui ont été créées dans le Val d'Oise, dont 2 qui amènent à Roissy. Voilà. Donc on a bien compris les enjeux. Il y aura aussi un développement d'autopartage, vous en parliez. Donc on a passé un contrat avec un prestataire pour mettre en place de l'autopartage dans les collectivités. Il y aura un appel à manifestation d'intérêt ou un appel à projet très prochainement. Donc j'invite toutes les collectivités à s'en emparer, toutes celles qui le souhaitent. On a des maisons du vélo. Il y en a dans le Val d'Oise. Il y en a une qui va ouvrir à Cergy. Il y en a une qui est ouverte à Hermont-Aubonne, avec des services de vélo, avec des maisons du vélo mobiles aussi pour apporter... parce que tout le monde ne peut pas accueillir une maison du vélo permanente. Donc on peut se déplacer dans les territoires avec les maisons du vélo mobile. Il y a quand même beaucoup de choses. Et aussi, Madame la Présidente parlait de sécurité routière. Moi, je parle aussi de sécurité dans les gares routières. On a développé avec notre brigade régionale des transports de nombreuses interventions dans le Val d'Oise. Il y a des conventions qui sont passées avec les polices municipales. Donc n'hésitez pas, moi j'ai mon collègue qui est coordinateur sur le Val d'Oise qui est avec moi sur le stand Khalil Hanan, et sinon je vous donnerai ses coordonnées plus tard. Pierre qui veut réagir. Je voulais réagir effectivement parce que ce qui est important dans ce que vous voyez ici, c'est le besoin de coordination, de cohérence de l'ensemble des offres de transport. Les BHNS dont on parle du 95, si on n'a pas les capacités à la gare routière de l'aéroport de les accueillir, ça ne marchera pas. Donc il faut qu'on se prépare. Ça fait partie des engagements de notre concertation, accueillir les BHNS, préparer une gare routière pour les bus longue distance, pour une nouvelle offre. Mais c'est aussi le relais dans tout ce qu'on va chercher pour débloquer les capacités ferrées, pour offrir aussi aux habitants du territoire des nouvelles possibilités, des nouveaux services. On est en train de regarder un terminal transmanche pour voir si on peut aller en Angleterre directement de l'aéroport et donc du Val d'Oise. Ça reste des projets, mais c'est ce qu'on regarde. Il faut qu'on se coordonne. Mais même, ça paraît plus ridicule quand c'est l'aéroport qui en parle. Les pistes cyclables, on a fait 8 km de pistes cyclables l'année dernière, mais il faut qu'il y ait ce lien entre les communes. Il faut qu'on se parle aussi pour la cohérence du besoin au plus tôt, mais aussi la cohérence avec les projets qui arrivent. Donc il faut s'assurer que ce qu'on va investir sur les BHNS soit compatible et complémentaire à ce qui arrivera, parce que ça arrivera sur la ligne 19. Et voilà, donc c'est vraiment un besoin de coordination de tous les jours. Donc sachez que c'est des plateformes, des partenariats qui existent entre Île-de-France Mobilité, bien sûr, la SNCF, le département. Et donc voilà, n'hésitez pas à vous, maire, relayer aussi les besoins. On le fait de manière assez régulière. Mais voilà, c'est un message qu'on peut faire passer aussi, de profiter des instances qui existent pour vraiment appuyer vos besoins. Donc il faut qu'on se parle. Ok, Marie. On a parlé tout à l'heure de fluvial. On a une ligne de bus sur laquelle on travaille et qui est financée aussi par la région et par Île-de-France Mobilité, par l'État et le département. C'est le bus Entre-Seine qui va partir, donc qui va longer la Seine, on va le dire comme ça, du pont de Bezons, là où s'arrête le tramway, jusqu'à Sartrouville en passant par Argenteuil. Il ne faut pas oublier cette grande ville, Argenteuil et Cormeilles en Parisis, et hop, direction Sartrouville. On a inauguré cette semaine la marina à Cormeilles et on était au bord de la Seine et on voit que la Seine est un formidable vecteur de circulation douce, pas toujours. Oui, je sais ça, oui. Alors, j'ai une dernière question à vous poser.
qui est collégial. On a vu dans vos interventions que en 2040, possiblement, on aurait une ligne 19 qui va irriguer. Voilà, donc on aura une ligne qui va irriguer le Val d'Oise un peu différemment. Qu'est-ce qu'on fait d'ici 2040 en fait? Comment est-ce qu'on n'attend pas 2040 pour créer les conditions favorables à l'emploi, pour créer les conditions d'attractivité auxquelles on faisait référence en début de ces tables rondes tout à l'heure, pour répondre à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle qui va recruter, qui a besoin de recruter, qui se développe, dont on lui souhaite un développement le plus important possible, le plus vertueux possible. Comment est-ce qu'on fait pour répondre à ça sans attendre 2040? C'est demain, mais c'est loin quand même. Mais pardon, mais c'est exactement ce qu'on dit depuis le début de la table ronde où tu n'as pas écouté. Parce que c'est pas possible. Ce sont les projets justement qu'on mène tous ensemble. C'est ça, en attendant 2040 et puis après. Mais voilà, l'idée c'est d'avancer à partir de l'état d'aujourd'hui avec tous les projets sur lesquels on finance quand même. C'est ça qui est important. Et c'est un financement. Vous avez aussi les moyens de ces projets-là à la RATP? Alors, dans les choses, ils sont financés, ces projets? Dans les choses qui sont engagées d'ici 2040 pour continuer à avoir un niveau de service sur les transports du quotidien et sur la question de la connexion des pôles d'activité. C'est très important que le Val d'Oise continue à rester bien connecté avec des pôles d'activité qui sont périphériques au Val d'Oise. Vous avez par exemple dans le Val d'Oise la chance d'être desservi par le tramway T2 qui, en partant de Besançon, va pouvoir connecter les habitants au pôle de la Défense, bien sûr, au grand pôle numérique d'ici les Moulineaux, et puis au grand parc des expositions de Porte de Versailles. Aujourd'hui, ce tramway, qui transporte à peu près 230 000 voyageurs par jour, il collecte plus de 18 000 Valdoisiens chaque jour à Besançon. Notre objectif, c'est de maintenir une cadence de 3 minutes 30 entre les rames pour que justement il y ait cette fluidité qui se fasse et que les Valdoisiens puissent parfaitement bénéficier de cette connexion entre ces pôles économiques. Et donc pour ça, on investit avec Île-de-France Mobilité dans le cadre d'un plan quadriennal d'investissement. Alors on l'a déjà fait très récemment puisqu'on a réaménagé le terminus de Besançon, on a réaménagé le terminus de Porte de Versailles pour que justement les trains, dans ce grand manège d'aller-retour, puissent très facilement faire des demi-tours. On va cet été concrétiser un investissement sur des rames supplémentaires. On a 3 trains de double rame qui vont être déployés. Sur 32 actuels, c'est presque 10% de trains en plus, vous voyez, sur le tramway T2. Et puis, à l'horizon mi-2027, on aura terminé un projet d'aménagement à la Défense. Alors, ça peut paraître loin, mais il faut savoir que la station 2027, T2... ça va. Oui, je parle géographiquement. Ça ne paraît pas être loin du Val-d'Oise, mais il faut savoir que la station La Défense du T2, elle draine quasiment tous les voyageurs du T2. Et aujourd'hui, elle est très exiguë. Et donc, quand les gens montent et descendent du train, eh ben, on perd quelques minutes précieuses. Alors, on est en train d'agrandir cette station pour qu'il y ait 2 quais de stationnement dédiés. Les rames de tramway arrivent, les gens descendent, le rame se décale un petit peu, les gens peuvent monter. On va gagner 30 à 40 secondes excessivement précieuses. Et ça va changer le quotidien des habitants du Val d'Oise. Bien, changer le quotidien des habitants du Val d'Oise, ce sera l'avant-dernier mot de la fin. Et le mot de la fin, je le laisse à Marie-Christine Cavecchi, parce que le temps passe et qu'on va devoir terminer cette table ronde. Juste avant de dire le mot de la fin, de prononcer le mot de la fin, je voudrais dire que j'ai un manque quand même, qui est l'interconnexion de la ligne H à Pleyel, où là je sens des frilosités financières, des frilosités dues aux difficultés de travaux, mais qui ne me conviennent pas du tout. Donc si j'ai un petit coup de gueule à pousser, oui. c'est ça. On avait invité la SNCF, mais Jean Castex n'était pas disponible aujourd'hui. C'est dommage, parce que j'avais l'intention de l'appeler la semaine prochaine, donc je vais me faire un plaisir de le lui rappeler, puisque l'interconnexion, je le dis comme ça au passage, de la ligne H à Pleyel, c'était quand même, ça faisait partie du plan Val d'Oise. Absolument, j'y étais à la présentation. Nous sommes d'accord. Et pour terminer, juste un mot. Moi, je trouve que on se connaît bien, on travaille ensemble, et c'est comme ça qu'on peut avancer. Et c'est comme ça qu'on a tous ces projets. Voilà, je crois que c'est ça le mot de la fin. Ensemble, une équipe, pas toujours d'accord. Hein, on se chahute un peu de temps en temps, mais c'est quand même ça la vie. Mais on est au moins d'accord sur une chose, on veut faire grandir le Val d'Oise. Absolument. Bien. Jolie conclusion, Monsieur le Président. Voilà, je pense qu'on peut les applaudir.